La route des sommets est empreinte d'histoire et de nostalgie. Elle traverse 4 pays et le chemin est long à travers la Chine pour rejoindre le toit du monde et l'Everest. L'Empire du Milieu partage 8 sommets de plus de 8000 mètres avec ses voisins. Seul le Shishapangma se trouve exclusivement en territoire chinois, plus précisément au Tibet. Cette expédition, le long des plus hauts sommets du globe, est partie du Nanga Parbat. Elle a traversé la région du Gilgit-Baltistan jusqu'au massif du Karakorum, où se trouvent les géants K2, Broad Peak, Gasherbrum 1 et 2. Peu avant la frontière chinoise, un glissement de terrain a transformé la route du Karakorum en un immense lac. La deuxième partie du voyage verra la traversée du village de Shimshal, de l'ouest sauvage de la Chine, avec la région autonome ouïghour du Xinjiang, et du Tibet pour atteindre l'Everest. Un périple de 3000 km jusqu'à l'Himalaya. Peu avant la frontière chinoise, l'expédition rejoint un village isolé du Karakorum. La route qui mène jusqu'à Shimshal a vu le jour en 2003. Avant cela, il fallait 3 jours de marche pour atteindre le village. L'entretien de la piste demande beaucoup d'énergie. Le massif est jeune et instable. L'école se situe à plus de 3000 mètres. Les Shimshalis, qui ont construit eux-mêmes cette route, lui ont payé un lourd tribut. De nombreux villageois sont morts durant son aménagement. C'est une région dure et isolée, cernée par des sommets culminant à 6 ou 7000 mètres. Ici, l'hiver dure 6 mois et les glaciers atteignent les villages. La ligne de partage des eaux entre le bassin du Tarim et l'océan Indien se trouve au niveau du col de Shimshal. Les habitants du village sont accueillants et ouverts. Culturellement, ce n'est plus le Pakistan, mais déjà le Tadjikistan. Plusieurs cultures se côtoient dans le massif du Karakorum. Les Shimshalis parlent la langue nationale, l'ourdou, mais aussi le dialecte persan vaki. Le village vit de l'agriculture et de l'élevage de yaks. Tandis que les chèvres restent au village, les yaks paissent à 5000 mètres d'altitude. Le fromage fabriqué avec leur lait permet aux habitants de survivre l'hiver. Comme leurs ancêtres, les villageois vivent avec leurs animaux dans de petites fermes. La météo rythme leur existence. L'eau vient des montagnes. La pluie est rare ici. Cela fait des générations que la famille de Majid Mehdi vit à Shimshal. L'été, Majid participe à des expéditions, mais en ce moment, il n'a pas de travail. Majid a beaucoup à faire chez lui. Préparer du bois pour l'hiver, entretenir la maison, s'occuper des champs et monter récupérer le fromage de yak dans les pâturages. Le travail est difficile. Tout se fait à dos d'homme. Ici, pas de bruit, pas de voiture, ni de pollution. Les légumes sont cultivés sans engrais. Les animaux grandissent à leur rythme. Mais d'octobre à mai, tout est gelé et les villageois s'y préparent. Ils travaillent dur pendant la belle saison pour survivre aux longs hivers. La femme de Majid s'occupe des animaux et des plus jeunes enfants. L'été, quand son mari part en expédition, elle prend en charge tous les travaux de la ferme. Même la garde du bétail incombe alors aux femmes qui se relaient dans les hauts pâturages. Chez les Mehdi, l'aménagement est modeste. Les matelas sont posés à même le sol. Madame Mehdi a préparé des galettes de céréales. Elles sont arrosées d'une huile très odorante et de beurre fondu. Une alimentation très calorique dont ont besoin ces hommes et ces femmes qui travaillent si dur.
Une des filles de Majid est venue rendre visite à sa famille. Elle fait des études à Unsa. La famille compte aussi un garçon et 2 autres filles qui sont en apprentissage à Gilgit. La vie est moins dure qu'avant à Shimshal. La route rend les choses plus faciles. Avant, on ramenait sur notre dos ce qu'on achetait à Passou, et il nous fallait 3 jours. Aujourd'hui, on met 3 heures en jeep. Mais la route amène aussi des influences extérieures. Beaucoup de choses restent quand même difficiles ici, surtout pendant l'hiver. Les montagnes qui nous entourent sont nues. Il faut irriguer nos champs, et surtout on manque de bois. Ce sont nos ancêtres qui ont planté les quelques arbres du village. Nous dépendons uniquement de ce que nous produisons nous-mêmes. Jour de lessive. Et même si c'est l'été, l'eau de la rivière est glacée. En hiver, cela doit être une véritable torture d'y laver le linge. Sans compter que la rivière se trouve à une demi-heure du village et que le linge, une fois mouillé, est lourd. Les Shimshalis auraient sûrement une vie plus facile à la ville. Mais ils se considèrent comme une ethnie à part. Dans les autres vallées, les habitants parlent des dialectes différents et ne sont pas aussi ouverts d'esprit. Pour préserver leur culture, les villageois sont prêts à supporter les eaux glacées de la rivière et font le choix de continuer à vivre comme les générations précédentes. Madame Mehdi est le pilier de la famille. Elle reste toujours au village. Elle ne parle que le vaki, le dialecte persan de ses ancêtres. Sa fille traduit ces mots en ourdou. Ma mère a souvent peur quand elle est seule. Elle se fait du souci. Ce n'est pas facile de s'occuper de la maison et d'élever 5 enfants. Elle va aussi chercher le bois dans les montagnes. Mais ce qui inquiète le plus ma mère, c'est quand mon père accompagne une expédition. Il n'y a pas de téléphone portable ici et du coup c'est difficile de le joindre. Souvent nous nous demandons s'il va revenir. Les enfants jouent comme on jouait en Europe il y a 50 ans, sans ordinateur, sans technologie. Mais la Chine n'est pas loin. Si son influence continue de s'étendre, Shimshal sera rapidement rattrapé par la modernité. Majid économise l'argent gagné lors des expéditions pour l'éducation de ses enfants. Il y a certes des écoles à Shimshal, mais pour des études supérieures, il faut aller à Unsa ou Lahore. Je ne désire pas gagner beaucoup d'argent ou faire du business. Mon seul souhait, c'est que mes enfants aient une bonne éducation pour pouvoir prendre des bonnes décisions à l'avenir. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent étudier. Mon devoir est de leur donner une éducation qui les aidera à avancer dans la vie. Les céréales ont séché au grand air. Afin de les protéger des chèvres et des oiseaux, Majid et sa femme transvasent les graines dans un sac. En hiver, ce sont les petits rongeurs qui volent les provisions de la famille. Majid transporte les graines jusqu'au moulin du village, à quelques kilomètres de là. Cela fait des générations que les villageois procèdent ainsi. Pour Majid, le travail est dur et répétitif. Il sait qu'à Lahore, il pourra acheter la farine au supermarché, que la vie est plus douce. Mais à Shimshal aussi, les temps finissent par changer. Pas toujours pour le meilleur.
Avant, tout le monde vivait ensemble, même la famille éloignée. Les tâches étaient réparties. Les uns s'occupaient de la terre, les autres veillaient sur le bétail et montaient dans les pâturages. Aujourd'hui, les gens vivent séparés, chacun dans sa petite famille. On manque de temps pour cultiver les champs et s'occuper des animaux. La plupart des villageois sont partis dans les villes pour trouver du travail afin d'assurer l'éducation des enfants. L'été, beaucoup d'entre nous partent ailleurs. On se bat pour l'avenir de nos enfants. La Chine n'est plus très loin. Mais y aller, c'est faire un voyage dans le temps, passer du 19e au 21e siècle. De l'autre côté du Karakorum, il y a la Chine, ou plutôt la région autonome ouïghour du Xinjiang. L'ouest sauvage de la Chine s'est modernisé. Les richesses enfouies dans le sol attirent de plus en plus de Chinois, au détriment des populations ouïghours. La région est régulièrement secouée par des affrontements mortels entre les deux communautés. La route du Karakorum, côté chinois. L'ancienne piste est devenue une route asphaltée où, jour et nuit, les camions acheminent des matières premières extraites des montagnes. L'appétit de la Chine pour ces matériaux est insatiable. Les terres rares, l'or et l'argent sont particulièrement convoités. Le Mustagata est le sommet le plus imposant du massif du Pamir. Même s'il n'atteint pas 8000 mètres, il n'en est pas moins majestueux. La montagne est un lieu de pèlerinage pour les peuples turcs. À partir d'ici, nous allons encore parcourir plus de 3000 km en territoire chinois avant d'atteindre l'Himalaya. Le désert s'étend à perte de vue. Ce lac artificiel permet de fournir la région en électricité. Interdiction de s'éloigner de la route. Ici aussi, les ressources naturelles sont pillées. Les populations locales survivent en vendant des pierres au bord de la chaussée. Mais c'est un commerce peu lucratif, car ces dernières années, la région du Xinjiang a souvent été interdite aux étrangers. Avant, le commerce des pierres était intéressant, car il y avait des étrangers qui venaient ici. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de touristes, et ceux qui viennent n'achètent rien. Les seuls clients, ce sont les Han, mais ils s'y connaissent vraiment bien en pierre. L'ancienne oasis Kashgar, capitale des Ouïghours, est proche. Mais même ici, les Han sont de plus en plus nombreux. La culture ouïghour est menacée. À Kashgar, une foire aux bestiaux se tient chaque dimanche. Qu'il s'agisse de chameaux, de moutons, d'ânes ou de chevaux, les animaux tiennent une place capitale dans la vie des peuples turcs. Et ce jour-là est important pour tous. Les gestes des marchands n'ont guère changé. Les animaux viennent des villages alentours, mais aussi du Kazakhstan et du Pakistan. Ils sont acheminés jusqu'ici en camion ou en train, en camionnette, à moto et même à pied. Les commerçants font attention à ne pas vendre de bêtes malades, ce qui nuirait à leur réputation. Les prix des meilleures bêtes sont élevés. Dans ces conditions, il vaut mieux ne pas se précipiter et négocier.
Kashgar est une ville du désert. Les journées y sont très chaudes. Pour étancher la soif, rien de mieux qu'une tranche de pastèque. La foire aux bestiaux est un événement pour toute la famille. On y échange des nouvelles, on y rencontre des parents et des amis, et les enfants ont droit à une limonade faite maison. Les Ouïghours aiment manger au coin du feu et vivre dehors. Comme pour tous les peuples turcs, du Bosphore à la Chine, l'élevage ainsi que la culture de fruits et légumes tiennent une place prépondérante. Quoi de plus délicieux que les samsas, des ravioles au lard cuites dans un four à pierre. Rien que pour ça, la visite de la foire aux bestiaux vaut le détour. La foire est animée. Les animaux vendus sont amenés à leurs nouveaux propriétaires. Autour de la mosquée Itka, la vieille ville a été conservée. C'est une des plus grandes mosquées de Chine. Les Ouïghours, proches du soufisme, pratiquent un islam mystique et modéré. Mais Pékin voit en eux une menace et a envoyé de nombreux soldats dans la province pour combattre le terrorisme. Les hommes attachent beaucoup d'importance à leur apparence. Une barbe bien taillée et un crâne rasé sont de mise. Quand Marco Polo traversa la région en 1280, Kashgar était déjà une ville ouverte sur le monde. Une légende tenace veut que ce soit grâce à ces récits que les pâtes furent introduites à la cour des grands d'Europe. Il n'empêche, nulle part ailleurs, leur fabrication n'est aussi soignée qu'ici. Et surtout, nulle part ailleurs, elles ne sont aussi bonnes. Kashgar a toujours été le plus grand bazar de la route de la soie. Marco Polo décrivit la ville comme étant au croisement de plusieurs grandes routes commerciales. À l'époque déjà, de nombreux marchands voyageaient dans le monde entier. Les Ouïghours continuent de faire leurs achats dans le bazar, notamment la soie. Mais en dehors de la vieille ville, Kashgar a tout d'une métropole chinoise, avec ses centres commerciaux et ses magasins en ligne. Dans le bazar, les Chinois sont rares. Les Ouïghours, quant à eux, ne mangent que dans leur propre restaurant et s'approvisionnent chez les commerçants musulmans. Les deux communautés ne se fréquentent pas. Dans la vieille ville, chaque corporation a sa rue, comme en Europe au Moyen-Âge. Les menuisiers, les bouchers, les marchands des 4 saisons, tout comme ceux qui travaillent le métal et les rémouleurs. Le temps semble s'être arrêté. Alors que dans le reste de la Chine, tout est moderne et va très vite, le quartier des artisans de Kashgar a presque des airs de musée. C'est une adresse quasi confidentielle. Dans cette échoppe, on trouve des instruments de musique traditionnels comme la dombra ouïghour, des violons, des tambours. Une caverne d'Ali Baba pour les amateurs de musique des peuples turcs. Emin Hadji et Muhammad Tursun sont frères. Ce sont eux qui fabriquent et vendent les instruments. Des magasins comme celui-ci sont devenus rares dans le Xinjiang. Pourtant, des passionnés du monde entier viennent ici, mais ils s'intéressent surtout à la musique soufie.
On nous demande toujours si ce sont des instruments de musique soufie et si nous jouons de la musique soufie. Mais on n'en est pas certain. La musique traditionnelle ouïghour est traversée par de nombreuses influences, pas seulement soufis. Elle a ses propres origines. Mais elle s'est probablement inspirée aussi de la musique soufie et de ses poèmes. Dans le Xinjiang, les fabricants d'instruments de musique ne sont plus très nombreux et les deux frères mesurent chacun de leurs mots. Au cours des générations passées, il ne faisait pas bon parler de religion en Chine. Aujourd'hui encore, les Ouïghours hésitent à s'exprimer sur le sujet. Avant, les touristes achetaient des instruments comme souvenir. Mais depuis quelques années, Kashgar n'est plus considéré comme une destination sûre. Même les Ouïghours ne semblaient plus avoir d'intérêt pour leur tradition. Entre 1990 et 2000, les jeunes ne s'intéressaient qu'à la musique occidentale, aux instruments modernes. Personne ne voulait plus entendre les vieux instruments des nomades des steppes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Jouer de la musique traditionnelle est redevenu à la mode. Beaucoup de vieux récits de voyage évoquent les joueurs d'échecs de Kashgar. Ceux-ci existent toujours. D'après les historiens, le jeu d'échecs trouve ses origines en Inde, en Perse et en Chine. Les joueurs se retrouvent en fin d'après-midi au sein de clubs installés dans la rue. Ils viennent pour jouer ou juste pour suivre un duel entre deux adversaires. Le jeu d'échecs est très populaire à Kashgar. En 1870, la ville eut ses premiers champions. Le plus connu était M. Mollam. Aujourd'hui encore, les meilleurs joueurs de la région autonome ouïghour du Xinjiang viennent de Kashgar. Lors des derniers championnats à Shoshek, on a encore gagné. À la nuit tombée, les Ouïghours aiment sortir manger dans la rue. Parmi les spécialités les plus appréciées, la cervelle de mouton. Ici, tout l'animal se mange. Au marché nocturne, on retrouve ses amis en dégustant des spécialités locales, des brochettes, de la panse, des pâtés de lentilles, des abats. Les autorités chinoises n'apprécient pas ces réunions nocturnes, mais les Ouïghours tiennent à leur mode de vie. Bien préparés, les abats sont délicieux et les Ouïghours en sont friands. Quant aux spaghettis, ils sont faits maison. Pas étonnant que Marco Polo ait été si impressionné. Prochaine étape, le Tibet. Ouïghours et Tibétains ont ceci en commun qu'ils vivent dans ce qu'on appelle des régions autonomes, qui n'ont pourtant rien d'autonome. Les autorités chinoises redoutent aussi bien leurs croyances que leur velléité d'indépendance. La route des sommets jusqu'à l'Himalaya passe à travers le désert du Taklamakan. S'étendant sur 300 000 km², il couvre les 2/3 de la région du Xinjiang. Alors que, comme tant d'autres, l'explorateur Sven Hedin a failli ne pas survivre à la traversée du désert, cette route chinoise est aujourd'hui une route sûre, en particulier lors des tempêtes de sable.
Le Taklamakan est aussi appelé l'endroit sans retour ou le désert de la mort. Il faut particulièrement se méfier des dunes mouvantes. Le Taklamakan regorge de trésors et de mystères, comme des cités ensevelies et des momies d'origine indo-européenne. On y trouve aussi des gisements de pétrole et des endroits énigmatiques. En approchant de Hotan, d'étranges bannières rendent le Taklamakan encore plus surprenant. Des gens sont récemment venus car certaines des bannières semblent neuves. Certains des drapeaux sont ceux utilisés par la confrérie musulmane des derviches. D'autres portent des inscriptions tibétaines, probablement des drapeaux de prière. Des gens de différentes confessions viennent ici pour prier, manger et effectuer certains rites religieux. Bien que le Tibet soit encore loin, les premières influences bouddhistes se font sentir. Quand la religion n'est pas bien vue, les croyants n'ont parfois pas d'autre choix que de se retirer dans le désert. Jadis, de larges territoires chinois baignèrent dans la culture tibétaine. À Yarkand, ce mausolée rappelle que le Xinjiang a aussi été marqué par la culture turco-mongole. Les descendants du grand khan mongol Timour établirent ici le khanat de Yarkand. La région du Xinjiang a vécu aux confluences du bouddhisme tibétain et de l'islam des turco-mongols. Pendant la révolution culturelle chinoise, de nombreux sites et mémoriaux comme celui-ci tombèrent dans l'oubli. Parfois, ils abritaient même des toilettes publiques. Aujourd'hui, les mausolées sacrés des grands khans ont retrouvé leur place et accueillent de nombreux visiteurs. Mais il arrive qu'ils soient difficiles à trouver, car tout autour, les villes chinoises poussent comme des champignons. Les minarets, qui jadis étaient les plus hauts édifices de la culture islamique, perdent de leur superbe à l'ombre des gratte-ciel. La prière du vendredi, la plus importante de la semaine, vient de se terminer. La colonisation de la province par les Chinois de l'ethnie majoritaire Han, l'exploitation des ressources minières ainsi que les menaces qu'ils sentent peser sur leur culture ont poussé les Ouïghours à se radicaliser et à se rapprocher de la religion. Les soulèvements populaires, durement réprimés dans le sang par les autorités chinoises, ont endeuillé presque toutes les familles, sans compter les très nombreux prisonniers. Jamais les prières du vendredi n'ont attiré autant de monde. À Hotan, Kashgar ou Yarkand, on voit partout des hommes fouiller le lit des rivières à la recherche de pierres précieuses. Plus qu'un sport national, c'est une source importante de revenus. Ce que ces hommes espèrent trouver, c'est du jade. Le long des berges, des marchands ont installé leurs échoppes. Une fois par mois, lors du grand marché, commerçants et collectionneurs se pressent ici par milliers pour vendre leurs pierres au plus offrant. Le jade se trouve dans les zones volcaniques et sismiques, comme au nord du plateau tibétain. Cela fait 8000 ans que la pierre des dieux est vénérée en Chine. Dans l'Antiquité déjà, c'était un article de luxe. Le jade était et est toujours utilisé dans la joaillerie, dans la médecine. Aux côtés de l'empereur de jade et de l'esprit du jade du confucianisme, il existe de nombreuses représentations symboliques et ésotériques en rapport avec cette pierre. Marchands et acheteurs ont l'air de s'y connaître. Dans la région, chaque famille a son spécialiste du jade. Et plus d'un de ces marchands à l'air modeste possède en réalité un véritable trésor. Pour beaucoup, le jade a une signification spirituelle. D'autres estiment que c'est sa transparence qui fait sa valeur. Les commerçants chinois sont de plus en plus nombreux sur ce marché.
Difficile de croire que ces pierres simplement étalées sur le sol valent plusieurs millions d'euros. Mais leur valeur ne se mesure ni en carats, ni en grammes ou en onces. Cette pierre vaut 200 000 yuan. Un morceau d'or de même poids est loin d'en valoir autant. Ici, nous disons que si l'or a un prix, le jade, lui, est inestimable. Chacun va donner à la pierre sa propre valeur. Les gens collectionnent et font le commerce du jade pour en obtenir une vraie contrepartie, sonnante et trébuchante. Pas pour gagner de l'argent facilement. L'expédition quitte le désert du Taklamakan et le monde menacé des Ouïghours pour rejoindre les montagnes de la région autonome du Tibet qui fait partie de la Chine. L'altitude ne se fait sentir qu'en marchant. Les plateaux culminent à plus de 3000 mètres et les cols grimpent rapidement à plus de 4000. Des drapeaux chinois flottent sur les motos. Ici, comme au Népal, les drapeaux tibétains sont interdits. C'est l'automne, le moment de la récolte de l'orge. L'agriculture se pratique jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Hommes et femmes travaillent ensemble, bien que dans les champs, les femmes soient majoritaires. Pour voyager au Tibet, il faut un visa chinois, un permis d'entrée et de circuler, un chauffeur, un guide et un hébergement réservé. Chaque jour, il faut aller s'enregistrer auprès de la police et toutes les 2 heures, les véhicules sont contrôlés par les autorités. Pour les trekking, des autorisations supplémentaires sont nécessaires. Les nomades non plus ne sont pas libres de leurs mouvements. Certaines zones leur sont interdites. Le nombre de bêtes est réglementé afin de ralentir l'érosion. Les autorités recommandent aux éleveurs de privilégier les zhaou, des hybrides entre un yak et une vache. Ils sont plus forts et produisent plus de lait que le yak. Et surtout, ils sont beaucoup plus dociles. Le Kumbum de Gyantse se trouve au bord du chemin. C'est un temple unique par sa structure et sa taille. Un reliquaire comme il n'en existe pas d'autre au Tibet. Jeunes et moins jeunes tournent autour du Churten. Même après 60 ans d'occupation chinoise, les Tibétains sont restés fidèles à leur religion. C'est le seigneur du Gyantse qui, à l'époque, fit construire ce Churten. Mais le système féodal a vécu. Aujourd'hui, les terres appartiennent à l'État et le Churten a le statut de musée. Le monastère de Tashilhunpo, à Shigatse. C'est le siège traditionnel du Panchen Lama. Ici aussi, les croyants font le tour du monastère en tournant des moulins à prière et en récitant des mantras. C'est un endroit très important dans la vie spirituelle des Tibétains. La route des sommets a rejoint le plateau tibétain. Et les plus hautes montagnes du globe sont à nouveau proches. Depuis le désert du Karakorum, 4000 km ont été parcourus à travers la Chine occidentale. Les alignements de drapeaux de prière indiquent l'entrée dans une enceinte sacrée. La route qui rejoint l'Himalaya dans le sud du Tibet passe par un endroit très particulier.
D'ici, nous avons une vue imprenable sur les sommets environnants. Shishapangma, Cho-Oyu, Everest, Lhotse et Makalu. Pour les Tibétains, ces géants sont autant de dieux et de démons qui s'ébattent sur la montagne et avec lesquels il faut faire la paix. Le mont Everest, solitaire et majestueux. Une montagne magnifique, aux nombreux visages et à l'aura incroyable. Les Tibétains l'appellent Chomolungma, qui signifie déesse mère du monde. Le plus haut sommet du globe. Objet de désir et de convoitise pour les alpinistes et les aventuriers en mal de record, ceux qui veulent conquérir le toit du monde. Au fil des ans, plus de 200 personnes sont mortes en tentant l'ascension de l'Everest. Côté tibétain, l'Everest est un géant solitaire. Côté népalais, c'est une autre affaire. Le versant a été rattrapé par le tourisme de masse. La nouvelle génération d'alpinistes tibétains et népalais a une autre vision de la montagne. Parmi eux, il y a aussi des femmes. Susmita Maskey, une jeune actrice, en est à sa 4e ascension de l'Everest. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. C'était difficile. Mais le plus dur a été de surmonter mes idées préconçues sur l'ascension de l'Everest, ou de toute autre montagne d'ailleurs. Mais à chaque ascension, que ce soit l'Everest ou un autre sommet, je reviens plus forte. Et cela m'aide à trouver ma place dans la communauté. À 5200 mètres d'altitude, la route des sommets conduit au plus haut monastère du monde, celui de Rongbuk. Un endroit froid et inhospitalier, mais avec une vue imprenable sur l'Everest. La vie n'est pas facile pour les moines et les moniales qui vivent ici. Ils ne peuvent pas s'exprimer sur la politique et doivent rester discrets. En même temps, leur tâche spirituelle est immense, car ils sont les garants de la pureté du lieu saint de la déesse Chomolungma. Pour Susmita Maskey aussi, la dimension spirituelle de la région est essentielle. À chaque fois, c'est un voyage spirituel. Quand je suis là-haut, grimper ou marcher revient à méditer. J'oublie tout ce qui se passe dans ma vie normale. Toute mon attention est focalisée sur la montagne. Les montagnes dégagent une énergie positive, et tout particulièrement l'Everest. Quand je suis là-haut, je lui confie ma vie. Je lui dis « Ok, maintenant, c'est toi ma mère ». C'est comme ça que je m'adresse à la montagne. Je lui dis « J'ai confiance en toi, je te confie ma vie. C'est ton devoir de me ramener vivante à la maison, auprès de ma mère biologique. » Dire cela à l'Everest, c'est l'expression de mon respect pour les montagnes. Du fait de la situation au Tibet, ce versant est quasiment désert et en devient contemplatif. Côté népalais, plus de 500 alpinistes ultra équipés sont amenés par des guides jusqu'au sommet. Un plaisir extrêmement onéreux qui peut atteindre 50 000 €, voire plus, par personne. Au monastère de Rongbuk, il fait froid, mais le cadre est idyllique. Pékin veut à tout prix maintenir le calme dans la région. L'agitation qui règne dans les camps de base des expéditions n'atteint pas le pied du monastère.
C'est bien de développer des infrastructures et des services. Cela améliore l'offre pour les clients et la qualité des prestations. Mais je n'apprécie pas cette commercialisation des montagnes. De plus en plus souvent, les gens s'imaginent qu'il suffit d'avoir de l'argent pour faire une ascension. On ne leur dit pas qu'il faut être entraîné, répondre à certains critères, être en forme et expérimenté. Tout ce qu'on leur dit, c'est qu'il suffit de payer pour faire un sommet. Je trouve ça très absurde et même triste. Les nuits froides à 5200 mètres d'altitude prennent fin, mais le voyage sur la route des sommets continue. Suivant une longue tradition, les religieux offrent aux membres de l'expédition une puja, une bénédiction, afin que le périple se déroule sans encombre. Ceci en contrepartie d'un don. Autrefois, 500 moines et moniales vivaient à Rongbuk, mais aujourd'hui, ils ne sont plus très nombreux. Le supérieur du monastère note les noms des participants et des lieux qui vont être traversés. Puis, il commence à chanter, à réciter des mantras, et les autres religieux joignent leur voix à la sienne. L'ambiance apaise le flot des pensées. S'entretenir avec les religieux pourrait les mettre en danger. Il s'agit donc d'intérioriser l'atmosphère qui règne ici et de garder le contact avec la déesse mère de la terre, afin qu'elle continue à accorder sa clémence.